Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Max Santé, une émission qui vous propose des sujets très pointus. Et pour ce premier numéro, nous allons parler de la procréation médicalement assistée avec le docteur gynécologue Julien Ignace Matete Mounoua. Docteur, merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue sur ce plateau de Vox TV. Merci madame, et c'est plutôt à moi de vous remercier pour m'avoir invité à cette émission. Mais avant toute chose, suivons ce reportage qui part d'une femme de 54 ans qui a mis au monde, bien évidemment au Congo, grâce à la procréation médicalement assistée. Une personne sur 6 en âge de procréer souffre de l'infertilité, soit 17,5% de la population mondiale, selon l'Organisation mondiale de la santé. Devant cette réalité et grâce aux avancées scientifiques, plusieurs pays se sont tournés vers la procréation médicalement assistée pour permettre aux couples ayant des problèmes de reproduction de donner naissance. C'est ainsi qu'une femme âgée de 54 ans a mis au monde son tout premier enfant dans la clinique de la Place, située au cœur du Château d'Eau, dans le 1er arrondissement de Brazzaville. Clinique qui a suivi son parcours de PMA jusqu'à la naissance de son enfant. Après avoir fait la ronde de quelques pays, Marie peut désormais sourire avec son enfant en main grâce à une expertise locale. Aujourd'hui, j'ai eu un enfant à cet âge-là. C'est parce que je suis allée même à Barcelone par 2 fois en vain. Et j'étais même fatiguée, je ne voulais plus. C'est ma mère qui me forçait toujours. Il faut toujours aller en avant. On ne s'arrête jamais en bout de chemin, quoi. Et j'ai compris. On m'a parlé du docteur Matete. Je suis venue à la clinique. Il m'a prodigué des conseils. Il dit, tu es allé en Europe par 2 fois. Ça n'a pas marché, mais je pense qu'ici, ça va marcher. Et surtout qu'on est chez nous avec la bénédiction de notre pays, hein, ça va aller. Et le président a permis à ce qu'on ouvre cette clinique, donc il y a une grande bénédiction. Et puis vous êtes chez vous, il y aura aussi moins de dépenses, donc on va essayer de forcer. Quand je suis venue dans mon mariage, j'ai eu quand même une grossesse, mais ça n'avait pas marché. Mais j'ai 22 ans de mariage. Hein. En tout cas, il me manque les mots. La salle a été pleine. Les gens ne faisaient que venir me voir et mon bébé. Et c'est un plaisir pour moi. Comme chez toutes les femmes, la grossesse s'accompagne des consultations prénatales tous les mois. Cependant, Marie n'attendait pas 30 jours pour suivre l'évolution de son fœtus. Ces rendez-vous, il n'y avait rien de particulier. Le suivi était comme celui des autres femmes. Il y avait juste un accompagnement psychologique aussi qui était là et une surveillance plus rapprochée que les autres. S'il y a d'autres qui viennent 1 mois après, elle venait toutes les 2 semaines. En tout cas, c'est une grossesse qui s'est bien déroulée du début jusqu'à la fin. On n'a pas eu de problème, pas de plainte de la patiente. Elle était très forte. En tout cas, elle était très forte. Comme on dit, porter une grossesse, ce n'est pas une maladie. C'est physiologique. Donc, ça a été le plus simplement possible. On l'a vu à chaque pesée et on n'a pas eu de complications. Tout s'est déroulé correctement. Et le bébé aussi se porte bien, à merveille. Donc, on applaudit l'équipe et la dame et son partenaire. La directrice de la Fondation Matete explique ici le processus suivi par Marie pour devenir mère. Notre embryon est là. Nous pouvons le voir à l'écran. Voilà, il est là. Donc, je vais déposer l'embryon ici, proche du trait noir. C'est pour localiser. Voilà l'écran. Je vais déposer l'embryon ici. Là, nous venons de terminer la vitrification et maintenant on va aller le mettre dans la bonbonne azote avec les autres.
La procréation médicalement assistée est bel et bien encadrée par la loi adoptée le 14 novembre 2024 par le Parlement. Cette loi a été proposée par la Commission Santé, Affaires sociales, Familles et Genre du Sénat. À la date de l'adoption de cette loi, 69 couples avaient bénéficié d'un accompagnement de la procréation médicalement assistée. Alors, docteur, là, nous parlons d'une femme de 54 ans qui a mis au monde dans votre clinique. Est-ce que ce n'est pas un miracle qui vient de se produire? Merci, madame la journaliste, pour la question, mais ce n'est pas un miracle. Cette dame a bénéficié d'une procréation médicalement assistée. Et ce qui a permis qu'elle devienne enceinte et qu'elle ait un bébé. Nous savons que la procréation médicalement assistée, c'est un ensemble de techniques qui permettent à un couple ou à une personne d'avoir des enfants, mais en quoi consiste-t-elle réellement? Alors, la procréation médicalement assistée, comme vous l'avez dit, c'est un ensemble de techniques qui permettent de faire rencontrer les gamètes, donc de permettre aux couples qui ne peuvent pas naturellement obtenir la grossesse, de l'obtenir au laboratoire. Et il s'agit dans la procréation médicalement assistée pas une personne seule, mais un couple. Parce que la loi congolaise, nous sommes au Congo, ne peuvent accéder à la procréation médicalement assistée que des couples. Un couple, c'est un homme et une femme, qu'ils soient mariés ou pas. Donc, il faut être en couple. C'est la première condition. La deuxième condition, il faut qu'il y ait un diagnostic. Donc, qu'il y ait un couple qui a des rapports sexuels régulièrement. 6 mois après qu'il n'y a pas la survenue d'une grossesse, ce couple se présente à l'hôpital et le médecin pose le diagnostic d'une infertilité et l'indication d'une prise en charge par la procréation médicalement. C'est ceux-là qui ont accès à la procréation médicalement assistée. Là, dans le reportage, nous avons vu une femme de 54 ans. Est-ce qu'on peut se permettre de dire au regard de cette illustration que la PMA n'a pas de limite? Jusqu'à quel âge la femme peut accoucher avec la PMA? La PMA n'a vraiment pas de limite. En Inde, où j'ai été formé, une femme de 78 ans a accouché. Mais nous devons reconnaître aussi qu'à partir d'un certain âge, l'organisme maternel devient peu adapté à porter une grossesse. On parle de quel âge là? Alors, il est fonction des pays. En Afrique centrale, le Cameroun qui a la loi a fixé à 55 ans. Sous d'autres cieux, c'est fixé à 60 ans. Mais c'est en fonction des pays. La France a fixé sa loi à 43 ans. Au-delà de 43 ans, vous ne pouvez plus être prise en charge par la procréation médicalement assistée. Ce qui est vrai, c'est qu'au-delà de 50 ans, l'organisme maternel devient peu adapté. On a beaucoup de chances de voir apparaître au cours de grossesse des fausses couches. Et même en pratique de procréation médicalement, de rejet d'embryon. Parce que dans la procréation médicalement assistée, il s'agit d'un embryon qui est fabriqué, on va dire, permettez-moi le vocable, qui est fabriqué au laboratoire et que le gynécologue implante dans l'utérus maternel. Plus l'âge avance, plus l'utérus, donc l'endomètre, la partie de l'utérus qui est censée recevoir l'embryon devient inappropriée, ne devient plus apte, perd ses capacités à recevoir la grossesse. Voilà pourquoi on déconseille les grossesses au-delà d'un certain âge, parce que pendant le déroulement de la grossesse, il y a en plus des pathologies gravidiques qui s'ajoutent. La pré-éclampsie s'ajoute, les diabètes gestationnels et tout. Donc, il est préférable de faire les enfants tôt. Merci. Et comment la PMA se pratique-t-elle chez la femme stérile en âge de procréer et chez celle déjà ménopausée? Est-ce que les techniques diffèrent d'une catégorie à une autre? Alors, déjà, on ne devait pas parler de femmes stériles. On devait parler de femmes infertiles. Une femme infertile, c'est une femme qui a les difficultés de concevoir. La technique est la même, qu'elle soit ménopausée ou pas. Parce qu'il y a une préparation hormonale qui permet au gynécologue de préparer la patiente, la dame, avant qu'on implante l'embryon dans son utérus. Il faut qu'on prépare l'endomètre. Donc, ménopausée ou pas, il y a des médicaments qu'on donne pour préparer. Je pense que la technique de la procréation médicalement ne diffère pas. Et quand c'est l'homme
quand c'est l'homme qui est infertile, comment ça se passe? Alors, l'homme infertile, il y a une démarche. Quand le diagnostic est posé, il est pris en charge. Il est pris en charge par notre andrologue, urologue, par une médication qui permettent de régler le problème. Et si le problème n'est pas réglé, il y a des examens supplémentaires qu'on peut demander, tels que la biochimie du sperme, pour permettre de savoir pourquoi l'homme ne produit pas le spermatozoïde. Est-ce que c'est sécrétoire? Est-ce que c'est excrétoire? Quand on a pu faire cette différence, on peut aller au-delà. Au-delà, donc, l'urologue, andrologue, amène le patient au bloc et prélève par chirurgie les spermatozoïdes dans le testicule. En fait, il prélève un tissu testiculaire, il fait une biopsie testiculaire qu'il remet à la biologiste et qui va de là dissocier à partir de ce tissu les spermatozoïdes que nous allons utiliser dans la procréation médicalement assistée. C'est vrai que la PMA, la procréation médicalement assistée, fait partie des avancées significatives dans le domaine de la reproduction. Est-ce que vous demandez quand même à vos patients d'associer à votre connaissance la foi? Un peu comme à l'église, le pasteur impose la main et puis c'est votre foi qui agit. Alors, nous reconnaissons que la foi apporte un soutien psychologique. Mais à la clinique, toute patiente, tout couple pris en charge pour bénéficier de la procréation médicalement assistée, ce couple est accompagné par notre psychologue. Il y a d'abord une consultation avant la prise en charge, pendant la prise en charge et après la prise en charge. Et donc, le soutien psychologique est très important, que ça vienne de la foi ou du psychologue. Oui, nous ne recommandons pas à nos patients, nous n'abordons pas le volet religieux, parce que nous proposons déjà le soutien psychologique. Mais si en plus de ça, ils ont le soutien par leur foi, c'est pas une mauvaise chose. Il y a un adage qui dit que trop de viande dans la sauce ne gâte pas la sauce. À 54 ans, on a besoin d'un soutien psychologique. Tout couple, toute patiente qui vient en procréation médicalement, même à 18 ans, parce que la prise en charge commence à partir de 18 ans. Dès 18 ans, vous avez besoin d'un soutien psychologique, parce que la procréation médicalement assistée a des étapes. La patiente est quand même amenée au bloc. Avant d'amener au bloc, il y a une batterie d'examens qu'elle doit passer et il y a les stimulations, donc on lui injecte des fortes doses de gonadotrophine pour avoir beaucoup de follicules qui vont donner les ovocytes. Et puis, elle est amenée au bloc, elle est endormie pour qu'elle soit ponctionnée, pour que le gynécologue puisse recueillir les ovocytes. Et donc, à cela, vraiment, le soutien psychologique a sa place, quel que soit l'âge de la patiente. Et puis, un élément supplémentaire, toutes les pratiques de PMA ne se soldent pas par le succès. Il y a quand même un pourcentage d'échecs. Donc, il faut prévoir la gestion de l'échec de procréation médicalement assistée. Et par rapport à votre expérience, combien de pratiques sinon de PMA ont échoué, combien ont réussi? Alors, nous sommes un centre qui vient de voir le jour avec les techniques modernes. Maintenant que vous savez, la procréation médicalement assistée, c'est une innovation, vous avez dit, dans le domaine de la santé, mais qui évolue à une vitesse exponentielle. Aujourd'hui, nous avons des utérus très performants, utérus artificiels, je vais dire, qu'on appelle des incubateurs, qui mettent l'embryon dans les conditions quasi naturelles, comme dans l'utérus maternel. Et au laboratoire, nous avons un taux de fécondation au laboratoire de 94%. Donc, si on a fécondé 100 ovocytes, nous avons autour de 94 embryons. Le problème, c'est le niveau de l'adaptation de l'embryon sur l'organisme maternel. Je vais revenir sur ma question. Vous pratiquez la PMA depuis quand et à ce jour, vous êtes à combien de personnes déjà accompagnées? Alors, la première pratique de la PMA au Congo remonte en janvier 2023. Aujourd'hui, nous faisons nos rapports par année. En 2023, nous avons pratiqué 69. En 2024, nous avons pratiqué 136 sur 131 couples.
parce qu'il y a eu 5 couples qui sont revenus pour la deuxième fois. Quel a été le pourcentage de réussite? Alors, au laboratoire, le pourcentage en 2024 est de 94%, c'est le plus récent. Mais par rapport au transfert, nous avons à ce jour 12 bébés vivants, nous avons 29 grossesses évolutives. Et donc, il faut avoir terminé l'année, terminer le dernier accouchement pour vous donner le taux de succès par rapport au cycle. Parce que nous avons encore les grossesses évolutives. Nous sommes autour de 39-40%. Ce qui rejoint les centres qui utilisent les mêmes technologies que nous, qui sont autour de 45 à 55%. En Inde, il y a des centres qui arrivent jusqu'à 60-65% de taux de succès. Parlons de l'Inde, c'est là où vous avez étudié la PMA. Merci madame pour cette question. Je suis médecin diplômé de l'université Mayangwabi. Je suis produit de l'université Mayangwabi. J'ai étudié à l'INSA à l'époque quand je rentrais. Et fait ça aujourd'hui? Et fait ça aujourd'hui. Quand nous commencions, nous, c'était l'INSA. Et j'ai étudié la gynécologie obstétrique à l'université Mayangwabi et à l'université d'Abomey-Calavi du Bénin. Donc, je suis un produit de Brazzaville et du Bénin. Ensuite, je suis allé en France où j'ai étudié à l'université Paris-5-La-Sorbonne la biologie et la médecine de la reproduction en 2011. Et après, je suis allé en Inde à l'Institut de recherche d'application sur la reproduction humaine où j'ai étudié la procréation médicalement assistée. À ce jour, je suis spécialiste de la procréation médicalement assistée. Maintenant, qu'est-ce qui justifie l'échec chez certaines personnes? Alors, il y a plusieurs paramètres. Les échecs sont à plusieurs niveaux. Les échecs commencent déjà dès la stimulation chez la femme. Vous stimulez une dame qu'elle ne réagit pas, c'est déjà un échec. Les échecs peuvent survenir après la stimulation au bloc. Vous faites les ponctions, vous recueillez les ovocytes, mais quand on utilise ces ovocytes au niveau du laboratoire, on les féconde, ces ovocytes ne donnent pas d'embryon. Deuxième niveau d'échec. Troisième niveau d'échec, c'est le transfert. On a obtenu un embryon, on le transfère dans l'utérus maternel, mais il n'arrive pas à s'adapter. Et c'est là où il y a le plus gros lot d'échecs. Et nous demandons donc aux dames de venir voir les gynécos pour que le diagnostic soit posé, de la prise en charge. Il faudrait une préparation endométriale. Et plus les femmes viennent tôt, plus c'est fragile chez le gynécologue. Plus les femmes viennent tard, l'endomètre devient fin, malgré les médications. Parfois, l'adaptation devient difficile. Est-ce que l'âge n'est pas aussi un facteur? L'âge est un facteur, je l'ai dit. Plus l'âge augmente, plus l'implantation de l'embryon au niveau de l'utérus, donc au niveau de l'endomètre, devient difficile. Et c'est de là que nous avons le plus gros pourcentage de nos échecs. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en large du processus de la PMA? Comment ça se fait pour que la femme tombe enceinte? Alors, pour que la femme tombe enceinte, il y a deux préparations. Préparation de l'homme. Il s'agit donc de recueillir les spermatozoïdes. Et au niveau du laboratoire, la biologiste, c'est elle qui fait le plus grand travail, en fait. C'est la pièce maîtresse de la fécondation in vitro, de la procréation médicalement assistée. Le biologiste sélectionne les meilleurs des spermatozoïdes, dont le sperme, les concentre, et ils sont prêts pour la fécondation. Au niveau de la femme, après diagnostic d'infertilité, la femme est stimulée. On lui donne des médicaments qu'on appelle les gonadotrophines pour pouvoir recueillir beaucoup de follicules, donc beaucoup d'ovocytes. Et les ovocytes sont sélectionnés, les meilleurs. Et ceux qui sont à la deuxième division méiotique, c'est un peu plus technique, mais bon. Les meilleurs des ovocytes sont sélectionnés et ils sont amenés au laboratoire. Il s'agit maintenant de choisir quel type de technique de la procréation médicalement assistée nous allons utiliser. Il y a le premier, le plus simple, qui ne coûte rien, autour de 150 000 francs par mois, donc l'insémination. Ici, il s'agit de prendre les spermatozoïdes qu'on a traités,
de les mettre dans la cavité utérine au moment approprié pour qu'ils puissent continuer les courses jusqu'à aller féconder l'ovocyte qui se trouve au niveau du tiers distal de la trompe. Ici, la condition, il faut que les trompes soient perméables. C'est la condition. La deuxième technique, c'est donc la fécondation in vitro proprement dite. Ici, on prend les spermatozoïdes qu'on a sélectionnés, on les met en contact avec l'ovocyte dans un milieu de culture dans l'incubateur et un seul des spermatozoïdes va féconder. Mais aujourd'hui, cette technique est de moins en moins utilisée. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce qu'on donne un travail aux spermatozoïdes. Alors que la technique la plus utilisée, c'est l'ICSI, l'injection intracytoplasmique du spermatozoïde. Donc, on sélectionne un seul spermatozoïde, le meilleur, et le biologiste l'injecte dans l'ovocyte. Donc, le biologiste féconde. Ça évite qu'il y ait un manque de fécondation. Et on le met dans le milieu on le met dans un milieu de culture, dans l'incubateur, dans les mêmes conditions, des conditions proches, parce que ici c'est artificiel, mais ce sont des conditions proches des conditions naturelles. Et le lendemain, on vient vérifier si la fécondation a eu lieu. Et c'est l'ICSI qui permet d'avoir 94% de taux de succès. Avec la FIV, le taux de succès était autour de 20-30%. Alors qu'avec l'ICSI, ça nous pousse à 94%. Mais on n'a pas 94% de grossesse parce que, après, comme je l'ai dit, il y a des échecs d'implantation qui baissent le pourcentage. Là, vous nous parlez des avantages de la PMA. Mais nous savons qu'une technologie ne va pas sans conséquences. À quoi s'exposent les demandeurs de la PMA? À aucune conséquence. Bon, vous savez que la médecine en général n'a pas le risque zéro. Donc, la patiente peut réagir au bloc, peut réagir aux médicaments, mais aujourd'hui, la procréation médicalement est contrôlée. Avant, il y avait une conséquence qui revenait souvent, qu'on appelle l'hyperstimulation. Du fait des gonadotrophies qu'on donnait aux malades et ça pouvait évoluer de façon incontrôlée et on appelait une hyperstimulation. La malade pouvait arriver à être stimulée. Mais aujourd'hui, avec la maîtrise des protocoles, nous avons zéro hyperstimulation. Parce qu'avant, on déclenchait à l'ACG. Aujourd'hui, le déclenchement se fait au décapeptide. Là, je suis très technique et ça nous a permis d'éviter. Donc, pour la plupart, les seuls risques seraient peut-être liés aux médicaments, mais il n'y en a pas. Parce qu'avec l'anesthésie, ce n'est pas une lourde anesthésie. On met juste du propofol. En fait, on vous fait vaper pour 15 minutes, juste le temps de permettre au gynécologue. De notre pratique, jusqu'aujourd'hui, on a zéro conséquence. Je n'ai même pas vu en formation où Pas de risque de décès aussi? Non, non, pas de risque de décès, surtout pas. On ne va pas en mourir pour une procréation médicalement assistée. J'ai été formé dans un centre où par jour, vous avez 150 dames. C'est un hôpital de procréation médicalement assistée où on ne fait que la procréation médicalement assistée, même pas le suivi de la grossesse. Donc, ils vous prennent en charge dès que vous êtes enceinte, ils vous réfèrent à un autre hôpital. Et nous avons une fréquentation de plus de 150 patientes par jour. Je n'ai pas vu de conséquences. Est-ce qu'avec la procréation médicalement assistée, un couple a la possibilité de choisir le sexe de son enfant? Malheureusement, non. Parce que là, quand nous avons les embryons, nous les transférons sur la base des critères morphologiques. On sélectionne le meilleur sur la base des critères morphologiques. Une femme qui vient pour une procréation médicalement assistée, quand on a recueilli 5 embryons après fécondation des ovocytes, on sélectionne les meilleurs, 1 ou 2 souvent, et on transfère, les autres sont congelés. On ne fait pas d'examen supplémentaire, on ne manipule pas le karyotype. Ici, il faut faire un karyotype pour déterminer le sexe, ce qui est prohibé par la loi. Et donc, nous ne faisons pas de distinction de sexe. La détermination de sexe, nous ne la pratiquons pas. Et depuis le 14 novembre 2024, le Congo a adopté une loi qui encadre la PMA, loi que vous avez proposée en qualité de rapporteur de la Commission Santé, Affaires sociales, Famille et Genre du Sénat. Que dit le contenu de cette réglementation? Merci madame pour cette question. Alors effectivement, nous avons proposé cette loi en notre qualité de parlementaire. C'est la Constitution qui
dispose cela en son article 143. Et cette loi, nous l'avons conçue pour encadrer cette activité que nous pratiquons. Parce que pour la plupart des pays qui pratiquent cette activité, il y a une loi qui suit pour encadrer juridiquement. Laisser comme telle son loi pousserait au débordement. Alors qu'il y a des points très sensibles. Parce que la procréation médicalement assistée peut faire intervenir une tierce personne. Donc, dans le cas où une tierce personne intervient, je vous expliquerai une tierce personne, il faut bien qu'il y ait le principe de l'anonymat. Donc, il fallait bien qu'il y ait une loi pour mettre les garde-fous. Deuxièmement, les gamètes. Nous utilisons les gamètes et les embryons. Donc, il faut bien qu'une loi soit mettre les gardes pour éviter que le praticien de la procréation médicalement assistée puisse utiliser les gamètes ou les embryons à des fins commerciales. Et on a combien de cliniques au Congo qui font cette pratique? À ce jour, la clinique de la Fondation Matete est la seule clinique qui pratique la procréation médicalement assistée. Et nous appuyons des cliniques d'autres pays, nous appuyons des cliniques des pays limitrophes qui n'ont pas de biologistes, parce que la force d'un centre de procréation médicalement assistée, c'est son biologiste. Si vous n'avez pas de biologiste, vous êtes en difficulté, vous êtes obligé de faire attendre les malades et le biologiste vient pour 2-3 jours, le suivi n'est toujours pas celui-là. Nous avons la chance d'avoir une biologiste qui est docteur en biochimie, docteur en reproduction humaine, et diplômé en procréation médicalement assistée de la grande école qui forme les biologistes en Inde. C'est l'université de Manipal. Nous avons donc notre biologiste qui a été formé, qui est biologiste permanente de notre centre. Là, je vais vous provoquer un peu, docteur. Si vous n'étiez pas à la base médecin et PDG d'une clinique qui fait la PMA, est-ce que vous aurez proposé cette loi au Parlement? Alors, c'est pas évident. Si je n'étais pas gynécologue, je n'étais pas praticien de la procréation médicalement assistée, effectivement, je ne devais avoir aucune motivation. Il faut bien qu'il y ait une motivation pour qu'une loi soit proposée. Une dernière question avant de boucler cette émission. Un couple qui commence avec la PMA veut dire que tous les enfants qu'ils auront, ça sera via la PMA? Non, pas forcément. Un couple peut venir pratiquer la PMA quand ils sont impatients d'attendre. Et le couple vient, il demande la prise en charge en procréation médicalement assistée. Mais après la naissance de cet enfant par procréation médicalement assistée, le couple peut concevoir. Il suffit que l'obstacle le problème soit résolu. Alors, si c'est un problème d'infection et tout rentre en ordre spontanément, oui. Si c'est un problème hormonal, oui. Un couple qui a déjà accouché par procréation médicalement assistée peut avoir un enfant après normalement. Alors, docteur, si après examen, on se rend compte que les spermes de l'homme ne sont pas réceptifs à la PMA, à ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Belle question, madame. Alors, quand on recueille du sperme, on recherche des spermatozoïdes à l'intérieur. Et il arrive que l'homme soit incapable de produire des spermatozoïdes, ce qu'on appelle les azospermies. Il n'y a pas de spermatozoïdes. À ce moment, la procréation médicalement assistée se pratique avec l'apport d'un tiers. J'en ai parlé lors d'une question précédente. On fait intervenir ce qu'on appelle le don de spermatozoïdes. Mais ça ne concerne pas que l'homme, ça concerne aussi la femme. Il peut arriver que la femme soit incapable, surtout les femmes ménopausées où la réserve ovarienne est nue, qu'on n'a pas de ovocytes de qualité. On peut être amené à utiliser les ovocytes, on va dire, d'une donneuse. Est-ce que cela implique un processus judiciaire des autorisations? Alors la loi a prévu tout cela. Le don est anonyme, gratuit et volontaire. Et à aucun moment, l'identité du donneur ne peut être révélée, et au couple et à l'enfant. Sauf dans le seul cas, l'enfant qui naît d'un don présente des pathologies et que le pédiatre en charge du suivi de l'enfant demande au centre de lui révéler. Et à ce moment, on relève au pédiatre l'identité pour lui permettre de bien soigner l'enfant.
Mais à aucun moment, on peut révéler l'identité au couple ou à l'enfant. Mais après, on comprend que la PMA vient baisser le taux de couples n'ayant pas d'enfants, mais à quel prix? Alors, la procréation médicalement assistée coûte à un coût, oui. Pourquoi? Parce qu'il s'agit des intrants. Ce qui fait la PMA, rend la PMA chère, c'est les intrants. Ce sont des médicaments particuliers. Une boîte de Gonal F coûte 272 000. Pour une stimulation, une femme a besoin de 5 boîtes. C'est au-delà du million les médicaments. Les milieux de culture viennent de Norvège. Ils viennent sous la chaîne de froid par DHS à un coût. Pour une femme qui vient pour une PMA, les milieux de couture sont au-delà du million aussi. Mais nous sommes une fondation, nous nous sommes battus pour que les prix soient relativement bas. Nous sommes parmi les centres qui ont les prix très bas. On parle de quelle somme là? Alors, pour une insémination, en moyenne, c'est autour de 300 000 dans la sous-région. Nous sommes à 150 000. Pour une ICSI, dans la sous-région, la moyenne est de 4 500 000. Chez nous, l'ICSI, médicaments et milieux, toute charge comprise, peut vous amener à 3 millions. Et donc, mais cela pouvait aussi être revu, pouvait encore baisser, si et seulement si l'État pouvait nous déclarer comme centre d'utilité publique. Ici, je profite donc de cette tribune de faire cette invite. Vous allez faire votre plaidoyer? Oui, au gouvernement de la République, de penser à ces femmes, à ces couples qui sont discriminés, qui sont stigmatisés du fait de ne pas avoir d'enfants. Nous pouvons prendre beaucoup de couples en charge parce que ces couples viennent chez nous après avoir fait le tour des églises, des petits centres. Ils sont épuisés financièrement. Alors que s'ils pouvaient venir directement, d'autres pouvaient bénéficier. Et on tient en compte ici du salaire du Congolais lambda, du revenu du Congolais lambda. S'offrir la FIV aujourd'hui reste réservé à une certaine catégorie. Mais l'État peut accompagner dans beaucoup de choses. En nous exonérant les frais de douane, les frais d'importation, les médicaments reviendront plus chers, les milieux de créature reviendront plus chers et nous pouvons encore regarder comment ramener au plus bas encore les prix de la procréation médicalement assistée. Merci docteur pour tous les éléments d'information. Merci madame de m'avoir invité. Merci à vous cher public de nous avoir suivis. C'est la fin de notre émission. Un conseil avant de nous séparer. Vous qui êtes fertile aujourd'hui, faites gaffe aux avortements. Les potentiels demandeurs de la PMA, c'est vous. Au revoir et à très bientôt sur Vox TV.